Ouais, salut à tous et toutes et tous. Du coup, bienvenue à ce topo donc, sur la Chine, principal concurrent des États-Unis et foyer d'une nouvelle classe ouvrière qui sera présentée du coup par Malo de Grenoble. Du coup, pourquoi faire un topo sur la Chine aujourd'hui ? Plusieurs raisons. Déjà, parce que la Chine a un rôle central aujourd'hui dans les chaînes de valeur mondialisées, au point où elle vient concurrencer les impérialistes traditionnels. C'est le premier exportateur au mondial. Elle a le deuxième PIB le plus élevé au monde et elle occupe une place majeure dans les échanges internationaux, et ce, même au point où elle rivalise avec les États-Unis sur certains secteurs, quoi. Elle est aussi au cœur des tensions avec les États-Unis, au point où elle influence même les décisions de ces derniers dans les conflits en cours, comme c'est le cas pour la guerre en Ukraine. C'est aussi un défi de réflexion pour nous marxistes, car c'est un ex-pays semi-colonial qui est aujourd'hui au centre du monde impérialiste, ce qui est un cas unique dans l'histoire du capitalisme. Et enfin, et c'est peut-être ça le plus important, c'est si ce n'est la plus grosse concentration de travailleurs et de travailleuses dans le monde, donc la plus grosse classe ouvrière au monde, et donc une force sociale inégalable dans la contribution qu'elle peut avoir à renverser le capitalisme. À travers ce topo, on va essayer de comprendre comment la Chine est passée donc, de l'usine du monde à une puissance économique qui vient potentiellement aujourd'hui remettre en question l'hégémonie de l'impérialisme américain. Quel est l'état un peu aujourd'hui des rivalités à la fois économiques et politiques entre la Chine et les États-Unis, et quelle réalité et quelle perspective aujourd'hui pour la classe ouvrière chinoise et celle en fait dans le reste du monde, quoi. Donc dans une première partie, on va se pencher assez rapidement sur l'évolution de la Chine des années 1970 aux années 2008-2010, ce qui permet un peu de comprendre comment elle s'intègre dans les marchés internationaux petit à petit pour devenir le pays qu'on nomme souvent à partir de 2008 l'usine du monde ou l'atelier du monde. Donc cette évolution de la Chine est incompréhensible si on la dissocie de celle des États-Unis. En fait, la coopération entre les bourgeoisies américaines et les bourgeoisies chinoises émergentes est un facteur essentiel dans l'évolution de la Chine. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a aussi une multitude d'institutions en Chine qui prennent part et stimulent une évolution. Donc il y a le gouvernement central, les gouvernements locaux, les entreprises publiques. Par la suite, il y aura les entreprises privées, mais aussi et surtout le Parti communiste chinois, le PCC, qui va être en fait très moteur de cette évolution. En 1949, il y a la prise du pouvoir du PCC en Chine et de son bras armé en s'appuyant sur les campagnes, pas du tout pour instaurer le communisme, loin de là, mais pour sortir la Chine du joug des impérialismes japonais et occidentaux. À ce moment-là, l'État chinois prend en main l'entièreté de l'économie et de la production avec un fort retranchement national, qui s'accompagne d'un rapprochement avec le bloc de l'Est. Cette situation va perdurer sans changement majeur jusqu'aux années 70. Et c'est à partir des années 70 qu'on assiste à deux transformations majeures. D'un côté, il y a un éloignement par rapport au bloc de l'Est qui va de pair avec un rapprochement vis-à-vis des États-Unis. Et de l'autre, on assiste à une transformation des politiques économiques de la Chine, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc dans ce rapprochement, les deux pays, les États-Unis et la Chine, il a à comprendre de manière bilatérale en fait. Car il est à la fois souhaité et impulsé par les deux. Pour la Chine, ça lui permet de sortir de la situation économique désastreuse de la décennie 1960, de se lancer dans une réouverture vers les marchés capitalistes et de devenir une zone d'attrait pour les capitaux étrangers. Dans le même temps, la crise frappe l'économie mondiale depuis les années 1970 et pousse les pays occidentaux, et en premier lieu les États-Unis, à sous-traiter et délocaliser leur production dans des pays à bas salaire pour faire remonter leur taux de profit. La Chine est alors le candidat parfait, grâce au rôle déterminant de l'État pour fixer le cap et investir sur les secteurs industriels prioritaires. Elle dispose d'une infrastructure et d'une main-d'œuvre qualifiée bien moins chère qu'ailleurs et d'un marché intérieur à conquérir. De plus, des politiques de collectivisation des terres qui sont mises en place à partir de 78 et de 84 permettent à la fois à certains paysans de s'enrichir et de se lancer dans l'industrie d'un côté, mais surtout de paupériser tout un pan de la paysannerie chinoise qui va alors quitter les campagnes en direction des villes et fournir à l'industrie émergente une main-d'œuvre très peu chère. En fait, c'est la première génération des Minggong, les travailleurs migrants, qu'on verra par la suite dans une partie à part entière pour ça. À partir de 81, on assiste à une ouverture des marchés chinois aux capitaux étrangers, qui va provoquer un retour de la diaspora chinoise des États-Unis et des entrepreneurs chinois à Taïwan, Hong Kong et Hong Kong en Chine pour se lancer dans l'industrie. Ils bénéficient alors d'avantages économiques énormes mis à disposition par l'État chinois, si bien qu'en 1992, l'industrie hongkongaise employait 800 000 travailleurs sur Hong Kong et plus de 2,5 millions dans le Guangdong, qui est en gros la région chinoise limitrophe à Hong Kong, et qui est une zone privilégiée, en gros des zones que l'État chinois va créer pour justement attirer des capitaux étrangers. En fait, on assiste à un retour de la bourgeoisie chinoise au pays, si bien que dans les années 1990, elle possède 2 tiers des capitaux étrangers investis en Chine.
Mais ça va assez vite changer en fait, car l'État chinois se fait l'agent de l'impérialisme étranger sur son propre sol, faisant tout pour lui garantir le marché et les profits, ce qui augmente le nombre d'investissements des capitaux étrangers en Chine. Pour ça, il va à la fois mettre en place des mesures avantageuses, des frais de douane, des zones privilégiées ou des prêts accordés aux banques étrangères, mais aussi en réprimant la population, car la Chine fait alors face à une grosse vague de mobilisation contre toutes les réformes qui paupérisent les travailleurs et les travailleuses. Donc à partir de 2002, les principaux investisseurs en Chine, c'est plus du tout Hong Kong et Taïwan, mais bien les États-Unis et le Japon. À partir des années 2000, les investissements étrangers continuent, mais l'État chinois va aussi renforcer sa propre bourgeoisie et défendre ses intérêts, à travers les grandes entreprises publiques, mais aussi en privatisant des larges secteurs de son économie. En 2001, c'est 86% des entreprises d'État qui ont été restructurées et 70% d'entre elles qui avaient été partiellement ou entièrement privatisées. C'est plus de 30 à 40 millions de travailleurs de ces entreprises qui sont licenciés, c'est beaucoup. Ce qui provoque une colère générale avec des dizaines de milliers de grèves, de manifestations, d'occupations d'usines, tout ça quoi. Les privatisations, elles permettent d'assurer l'ascension rapide des directeurs d'entreprises d'État et des dirigeants des gouvernements locaux, devenus à l'occasion en fait les propriétaires et les directeurs des nouvelles entreprises privées. Un rapport révélait en 2002 que dans 95% des cas, les anciens membres des directions des entreprises publiques étaient devenus les principaux investisseurs et les nouveaux dirigeants en fait des entreprises privées. Donc elle s'est créée elle-même sa propre bourgeoisie à partir de sa bureaucratie, quoi. Ces privatisations et le démantèlement de ces terres collectivisées va créer un nouveau prolétariat chinois, forcé de quitter la campagne et forcé de se jeter dans le nouveau capitalisme de marché en extension. En 2001, il y a un autre fait très important, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui se fait selon les conditions des États-Unis. Bon, c'est leur monde, c'est leurs règles. Les États-Unis imposent alors une réduction des tarifs douaniers de moitié pour la Chine, ouverture des services et marchés du secteur bancaire aux entreprises étrangères, et l'ouverture du marché agricole. Les USA pouvaient alors contrôler les échanges avec la Chine à leur avantage avec la pression de la concurrence, car la Chine ne pouvait pas du tout se passer du marché américain et occidental pour écouler sa production. Mais l'intégration de la Chine dans l'OMC permet aussi à cette dernière d'émerger comme puissance économique. De 2002 à 2008, les importations comme les exportations chinoises augmentent d'environ 20% par an, ce qui fait que la Chine devient le premier exportateur mondial en 2013. Et à ce moment-là, la spécialité de la Chine correspond à son avantage comparatif, avec des importations de biens incluant beaucoup de capitaux et des exportations incluant surtout du travail peu qualifié. C'est cette caractérisation qui va lui valoir le nom d'usine du monde. En se fondant sur le bas coût d'une main-d'œuvre illimitée et sur son insertion dans les systèmes productifs asiatiques, la Chine est devenue l'atelier du monde. Ses exportations proviennent essentiellement d'activités d'assemblage et de composants importés. Les entreprises asiatiques utilisent leurs filiales en Chine pour transformer puis exporter leurs marchandises vers l'Europe et les États-Unis. Et enfin, les entreprises chinoises de l'époque, sans capital occidental, se contentaient encore exclusivement de produire des biens uniquement pour la consommation chinoise. Mais dans le même temps, même si c'est encore à une échelle embryonnaire, on assiste à l'émergence de l'industrie de haute technologie chinoise et au développement de sa recherche, et notamment grâce au transfert de technologies, et qui sont aujourd'hui en fait au cœur des enjeux de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Dans une seconde partie beaucoup plus courte, on va se focaliser sur le rôle joué par l'État chinois et le PCC dans l'économie chinoise, mais aussi à la composition publique-privée de l'économie chinoise aujourd'hui, qui est souvent en fait particulier et peu connue en général, quoi. Donc l'État chinois, il a un rôle central dans la percée industrielle et économique réalisée par la Chine au cours de ces 2 dernières décennies. D'autant plus après la crise de 2008, l'objectif de la bourgeoisie et de l'État chinois durant cette période a été de profiter de l'ouverture économique sur le marché mondial, tout en résistant autant que possible à la domination des grandes puissances impérialistes. Cette dynamique a été permise en grande partie grâce au dirigisme étatique de l'économie chinoise, qui permet de doter la bourgeoisie d'un outil de défense très affûté. Ce dirigisme, il passe en gros par la mise en place de gros plans globaux et sectoriels qui fournissent une feuille de route et qui servent de guide pour les investissements et permettent de limiter les risques aux bourgeois chinois, quoi. C'est par exemple le cas dans la recherche et le développement avec un plan fixé de 2006 à 2020, ou alors un plan qui porte sur la concurrence internationale pour faire passer la Chine d'usine du monde justement à grande puissance industrielle et technologique, qu'on appelle le plan Made in China 2025, qu'on reverra par la suite parce qu'il est très important. Le Parti communiste chinois, lui, en fait, c'est juste un outil qui double l'appareil d'État et se confond parfois avec lui dans différents domaines, notamment dans la répression. Il est aussi un tremplin essentiel en fait à tous les bourgeois et petits bourgeois chinois qui veulent faire fortune ou carrière en Chine. Aujourd'hui, une bonne partie du secteur clé de l'économie est sous contrôle de l'État, soit directement, sous forme de grosses entreprises publiques, comme le secteur bancaire ou le secteur de l'innovation, soit avec un contrôle très serré sur les entreprises privées. En fait, il y a aussi des initiatives privées avec des capitalistes chinois qui possèdent des fortunes très importantes.
mais ces derniers sont en grande partie soumis à l'État, qui les met au pas quand ils divaguent un peu trop. Il y a l'exemple un peu très connu de Jack Ma, le patron d'Alibaba, je pense que ça vous dit quelque chose, qui avait annoncé être pour une libéralisation du marché chinois et qui émettait pas mal de critiques envers l'État. Bon, il a fait une petite disparition de 6 mois, on ne sait pas où, et il est revenu bien plus complaisant avec la politique de l'État chinois. En fait, c'est des situations qui sont presque inenvisageables aujourd'hui en Europe et aux USA. Mais aujourd'hui, en fait, certaines entreprises chinoises sont devenues tellement puissantes qu'elles pourraient tenter de s'émanciper en partie de l'État et du PCC. Et c'est pour ça que l'État, il serre les vis et rappelle à l'ordre toutes les brebis galeuses. En fait, la bourgeoisie chinoise, elle doit tout à l'État. Et l'État, il sait très bien lui rappeler quand elle divague un peu trop. Il y a aussi un contrôle du PCC au sein même des entreprises privées, grâce en fait à des cellules du PCC intégrées dans chacune des entreprises, qui ont des droits de regard sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, et même notamment sur le recrutement du personnel et des salariés. Mais du coup, en fait, quelle place, maintenant qu'on a fait un petit retour historique, à la Chine aujourd'hui, en fait, dans le marché international et dans le monde. Donc aujourd'hui, la Chine, elle est en concurrence directe avec les autres impérialistes et capitalistes occidentaux, aussi bien dans son marché intérieur que sur le marché mondial. La Chine, c'est le premier exportateur mondial, donc elle a le deuxième PIB le plus élevé au monde, et la place qu'elle occupait dans le commerce international, il passe de 1% des parts du commerce en 2000 à 14% en 2022. Elle possède aujourd'hui 2 des 5 pôles scientifiques les plus importants au monde. Les États-Unis en possèdent qu'un seul. Et c'est aussi la deuxième puissance militaire, selon le CIPRI. En gros, c'est un organisme qui se fonde sur les dépenses dans l'armement et dans l'armée. Même si elle a une avance, même si les États-Unis ont une avance considérable, j'ai que les chiffres de 2022, mais c'était 800 milliards pour les États-Unis, pour 293 milliards pour la Chine, quoi. Donc les États-Unis sont bien devant. Le plan Made in China 2025, dont on a parlé tout à l'heure, résume parfaitement le processus d'évolution de la Chine, qui lui a permis de passer de l'usine du monde, place qu'elle occupait jusqu'en 2008, à une véritable puissance industrielle et technologique. Ce plan économique consiste à varier les secteurs prioritaires de l'industrie chinoise, notamment en remontant les chaînes de valeur pour capter une plus grosse part de la plus-value. Les objectifs de ce plan pour l'État est d'accroître la recherche et l'innovation, augmenter la production de biens à forte valeur ajoutée, limiter la dépendance à l'égard de l'étranger dans les technologies de pointe, améliorer l'efficacité énergétique et créer des champions nationaux, des grandes bourgeoisies, des grands champions de la bourgeoisie chinoise, ce qui lui permet en fait d'être beaucoup moins soumise aux multinationales occidentales. Cette diversification fait qu'aujourd'hui la Chine domine des secteurs comme l'agroalimentaire avec la viande, le riz ou la pomme de terre, ou alors des matières premières comme le fer, l'or ou l'étain, mais en fait aussi et surtout des domaines avec des marchandises avec beaucoup plus de valeur ajoutée et une part importante dans les chaînes de valeur complexes. Par exemple, la Chine a produit beaucoup de pièces des Airbus 350, qui est pourtant une des grandes fiertés dans l'industrie française. Mais en fait, la Chine est entièrement mêlée à ces chaînes de valeur, quoi. Et en fait, tout ça, c'est notamment possible grâce à l'industrie d'autres technologies et les secteurs de l'innovation et de la recherche et du développement en Chine. Donc en fait, la Chine elle a une industrie qui va des mines de fer et de charbon à des usines de haute technologie avec des ingénieurs ultra diplômés en passant par des ateliers de textile. En fait, la Chine, elle produit toujours une part importante des marchandises à faible valeur ajoutée, auxquelles viennent s'ajouter des marchandises beaucoup plus complexes, dont la Chine possède quasiment la chaîne de production de A à Z en fait. D'ailleurs, la main-d'œuvre de plus en plus chère en Chine force certaines firmes à relocaliser leur production vers le centre du pays ou dans des pays voisins avec des salaires beaucoup plus bas. La Chine a donc pour principaux fournisseurs les pays en fait, de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, en gros le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh, la Malaisie et voilà, et d'autres pays autour, dans lesquels elle sous-traite une partie de sa production, comme notamment dans le secteur du textile. Mais ces évolutions, en fait, elles n'ont pas stoppé l'investissement de capitaux étrangers en direction de la Chine. Au contraire, aujourd'hui, elle est le deuxième récepteur d'investissements étrangers dans des secteurs toujours plus variés, allant de l'industrie lourde à des transports, jusqu'à l'industrie de haute technologie, la finance ou l'industrie pharmaceutique. Une des évolutions majeures de ces dernières années, notamment impulsée par le fameux plan Made in China 2025, c'est le développement massif des investissements chinois dans le monde. La Chine est le premier émetteur d'investissements étrangers au monde. Aujourd'hui, la Banque centrale chinoise est la première banque au monde. En 2022, elle possédait 3117 milliards de dollars. C'est environ un tiers des devises placées dans des banques centrales dans le monde. Ce qui fait de la Chine en fait une véritable puissance financière. Ces évolutions, elles ont aussi une réalité dans la place qu'occupe la Chine sur le plan international, dans un contexte diplomatique tendu avec les démocraties occidentales, mais aussi avec certains de ses voisins. La Chine, en fait, elle cherche à créer une zone d'influence pour pouvoir compter sur des partenaires qui pourraient défendre les mêmes intérêts qu'elle sur le plan économique, mais aussi à moindre mesure sur le plan militaire. On va s'attarder un peu sur les 3 secteurs principaux sur lesquels la Chine s'appuie pour défendre ses intérêts au niveau international. Donc le premier, c'est les nouvelles routes de la soie, qui sont très importantes pour la Chine, l'internationalisation du renminbi, qui est la monnaie chinoise,
et sa présence dans les institutions internationales. Donc en fait, les nouvelles routes de la soie, ce nom il fait référence en gros au plus vieux réseau commercial entre l'Orient et l'Occident. Pour Xi Jinping, ces routes sont le principal vecteur de la politique de la Chine à l'international. Elles permettent d'assurer le poids de la Chine dans l'économie internationale tout en défendant ses intérêts. Ce projet, comme tous les grands projets chinois, c'est un plan d'État, mais celui-ci en fait il va même jusqu'à être inscrit dans la constitution chinoise. Ce projet vise avant tout à servir les intérêts domestiques de la Chine, tout en étant présenté comme défenseur d'un ensemble d'intérêts partagés, et en fait avec les autres pays qui composent le projet, quoi. Le projet il comprend une route terrestre et une route maritime, ce qu'on pourrait qualifier, une route terrestre, une route maritime, ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'une route numérique, et auquel vient de s'ajouter avec des annonces de 2018 le projet d'une route polaire qui passe par l'Arctique. Bon, là, ça vous met la puce à l'oreille, l'Arctique, entre les déclarations de Trump sur le Groenland et les déclarations de Xi Jinping, ça s'inscrit dans la course pour les ressources rares en Arctique, quoi. Les routes terrestres, elles partent de plusieurs endroits en Chine pour aller en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Turquie, en Bulgarie, en Roumanie, en Ukraine, en Russie, en République tchèque et jusqu'en Allemagne. La route maritime, en gros, elle partirait de Canton pour aller jusqu'en Italie en passant en fait par l'océan Indien et le canal de Suez, en englobant tous les pays sur son passage. Et la route numérique, c'est un peu plus complexe. En gros, elle correspond à une initiative qui s'appelle le Bookchain Service Network, qui a été lancée en 2020. Il vise à constituer une infrastructure majeure pour connecter toutes les villes du pays en Chine. Et en fait, ces connexions, elles pourraient être étendues grâce à l'initiative des routes de la soie et former en fait une route de la soie numérique qui permettrait de créer des coopérations pour aider la diffusion des normes chinoises dans les zones d'influence qu'elle veut créer. Et enfin, la mise en place de ces routes est en partie permise par la présence de capitaux chinois dans différentes infrastructures sur leur trajet. C'est par exemple le cas en Grèce avec le port du Pirée, dont en fait la Chine est le principal actionnaire et contrôle en fait le port, quoi. À travers ces routes de la soie, il y a une combinaison de plusieurs objectifs dont les plus importants sont donc créer et conserver des débouchés pour les entreprises chinoises dans les pays traversés pour écouler la production, surtout depuis les crises du Covid, quoi. Investir dans des pays avec une main-d'œuvre moins chère, assurer ses approvisionnements en matières premières et en énergie, poursuivre l'internationalisation de ces entreprises, notamment dans les transports et les infrastructures, contrecarrer l'hégémonie américaine en cherchant à faire une nouvelle région de commerce de l'Asie à l'Europe, ce qui isolerait les États-Unis, mais aussi de développer les relations sud-sud et donc d'apparaître comme un nouveau partenaire privilégié pour les pays en développement. Et enfin, un objectif qu'on peut comparer à ce que faisaient les impérialistes au début du XXe siècle, avec les chemins de fer à l'époque, de faire financer ces infrastructures par des pays pauvres, grâce à des prêts accordés par la Chine. Et là, je cite Rosa Luxembourg, du coup, sur les impérialistes au début du XXe. Ces prêts, donc elle parlait des chemins de fer, permettaient de tenir les pays pauvres en tutelle, de contrôler leurs finances et d'exercer une pression sur leur politique étrangère, douanière ou commerciale. En fait, aujourd'hui, la Chine, elle fait des prêts à taux très faible, voire nul, ce qui implique par la suite à certains pays qui sont en insolvabilité de léguer les infrastructures à la Chine. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec un port en eau profonde au Sri Lanka en 2017, qui, faute de pouvoir payer, a été légué à la Chine pour 99 ans. En fait, cependant, ce projet, il rencontre aussi des limites qui sont imposées à la Chine, et elle a dû un peu le revoir à la baisse, parce qu'il y a certains pays qui souhaitent renégocier leur contrat avec elle, c'est notamment le cas de la RDC, où la Chine possède une quasi-hégémonie sur les mines, mais aussi des pays de l'Europe de l'Ouest qui sont de plus en plus méfiants envers la Chine, notamment dû à la montée des tensions avec les USA. Dans une deuxième partie, le deuxième vecteur de défense des intérêts nationaux de la Chine dans le monde, c'est la tentative d'internationalisation du renminbi, donc c'est la monnaie chinoise. Aujourd'hui, le renminbi, qui est la monnaie chinoise, est très loin du dollar en ce qui concerne son rôle sur le marché international. Malgré les efforts du gouvernement chinois avec la crise du dollar en 2008 pour l'internationaliser, toutefois, il y a une intégration progressive du renminbi dans le commerce mondial, notamment avec un renminbi numérique qui permet à la Chine de lutter contre certaines sanctions imposées par les USA. La banque centrale chinoise est la banque la plus riche au monde, comme on a dit tout à l'heure, et la banque chinoise pour le développement est la première banque de développement au monde. Elle fait des prêts à taux zéro dans des pays en développement, notamment en lien avec les routes de la soie, en fait ce qui la place du coup comme interlocuteur privilégié de ces pays-là. Pour finir cette partie, on va se pencher directement sur l'intégration de la Chine et son rôle dans les infrastructures internationales, institutions internationales. Depuis une révision en 2010, la Chine devient le troisième actionnaire du FMI, Fonds monétaire international, après les USA et le Japon. Elle se retrouve cependant exclue de certaines institutions internationales ou alors placée à des positions décisionnelles en dessous de ce qu'elle estime peser réellement. Rien d'étonnant car c'est les États-Unis qui sont hégémoniques en fait dans toutes ces institutions. Donc pour affirmer son rôle politique et contourner les blocages américains, elle a créé ses propres institutions internationales pratiques, au sein desquelles elle joue un rôle central.
C'est le cas de la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, à laquelle beaucoup de pays adhèrent malgré l'opposition des USA. Et c'est aussi le cas de la Banque des BRICS, qui a été créée en 2015 et dont le siège est à Shanghai, et qui a pour but de financer des projets dans les pays émergents. Enfin, en 2020, 20 pays ont signé un traité, le Partenariat économique général global, qui regroupe 30% de la population de la production mondiale et qui vise à favoriser le développement des chaînes de valeur entre les pays signataires. Donc la Chine est aujourd'hui un concurrent direct des puissances impérialistes. Elle est à la fois un fournisseur et un client majeur pour un grand nombre de pays dans le monde. Elle est fortement impliquée dans les chaînes de valeur mondiales et se situe dans un rapport de double dépendance avec les autres économies, aussi bien pour ses importations que pour ses exportations, et ce même avec les États-Unis. Pour autant, les alliances économiques et politiques qu'elle conclut sont avant tout circonstancielles. Elle n'appartient pas à un véritable groupe défini, ce qui peut la rendre vulnérable par rapport aux États-Unis, par exemple. De plus, le conflit actuel se cristallise dans les difficultés économiques posées par la crise de 2008, des crises classiques de surproduction qui ont touché la Chine et les États-Unis, dont on voit notamment des échos encore aujourd'hui avec les crises de l'immobilier qui perdurent depuis plusieurs années en Chine ou les crises de la finance qui commencent à émerger, quoi. On va maintenant passer à la deuxième partie sur en gros les rivalités entre la Chine et les États-Unis et sur les différents plans économiques, militaires et politiques, avec une première sous-partie sur les rivalités en général et un tout petit bout à la fin sur Taïwan particulièrement, quoi. C'est à partir de 2011, sous la vice-présidence de Hillary Clinton, que les États-Unis changent leur politique en direction de la Chine, avec comme objectif d'affirmer leur domination impérialiste en Asie du Sud-Est. Une politique d'isolement de la Chine est d'abord menée par Obama, mais elle va s'accentuer et se radicaliser sous le mandat de Trump, le premier mandat, qui va directement mener à une guerre commerciale contre la Chine. En taxant les marchandises exportées vers les États-Unis et en interdisant certaines entreprises comme Huawei ou ZTE à vendre leurs marchandises chez eux et chez leurs alliés. L'évolution des tensions est directement liée à l'évolution de la production chinoise, en fait, qui entraîne des conflits et de la concurrence avec les pays développés. En fait, elle passe de l'atelier du monde à un pays majeur dans les produits de haute qualité et de haute technologie. Elle concurrence alors les pays développés sur un terrain qui n'était pas le sien jusqu'à maintenant, mettant en cause leur hégémonie et ayant de potentielles implications politiques qui n'existaient pas en fait quand elle dominait le secteur du textile. Ce conflit il oppose donc deux puissances économiques au centre des enjeux impérialistes actuels, mais avec des réalités politiques et sociales très différentes. Les États-Unis ont une hégémonie militaire sur le monde et une quasi-hégémonie économique, un contrôle presque total sur les institutions internationales chargées du maintien de l'ordre libéral international, donc l'ONU, le FMI ou l'OMC. Mais la Chine vient questionner de plus en plus cette hégémonie, ce qui engendre des conflits d'abord économiques, mais qui pourraient devenir militaires. En 2019, le gouvernement américain considère que le déficit envers la Chine est trop important. Et après plusieurs mois de conflits économiques, un accord est signé entre les deux pays qui met en place des taxes de 19% en moyenne sur les importations de produits chinois aux USA, ainsi que l'engagement de la Chine pour acheter plus de 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et services américains pour les 2 ans qui suivent. À travers ces mesures, on observe clairement en fait, le rôle dominant que jouent les USA dans le conflit. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, mais aussi à cause du coût de la main-d'œuvre qui augmente en Chine, certaines entreprises font le choix de délocaliser leur production. C'est notamment le cas de PSA ou bien d'Apple qui a déclaré que d'ici 2027, 50% de ses iPhones seraient produits en Inde. Aujourd'hui, c'est entre 80 et 95% de ces derniers qui sont produits en Chine, dans les énormes usines de Foxconn. Mais toutefois, en fait, on peut se poser la question si en fait, ces annonces que fait Apple sont réalisables en réalité, parce que d'ici 2 ans, ça semble impensable. Dans le même temps, certaines entreprises occidentales profitent des pôles industriels de haute technologie et du marché intérieur chinois pour investir massivement en Chine. Et ce, malgré en fait, la montée des tensions. C'est le cas de Volkswagen. En fait, les bourgeois allemands n'ont jamais autant investi en Chine que dernièrement. De Exxon ou General Motors, qui sont des entreprises américaines, et qui investissent plus que jamais et sont loin de vouloir laisser leur place dans le marché intérieur aux entreprises chinoises. Malgré les tensions qui s'intensifient, la Chine reste encore une destination privilégiée pour les capitaux étrangers et les échanges avec les États-Unis et les pays occidentaux sont loin d'être coupés. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la situation militaire entre la Chine et les USA ? Aujourd'hui, on assiste à une augmentation des tensions entre les USA et la Chine, un China bashing de plus en plus important aux USA, et de l'autre côté, en Chine, une intensification des mesures et moyens militaires qui laisse à penser que les dirigeants chinois ne veulent pas se contenter de l'ordre impérialisme établi et dominé par les États-Unis depuis plus de 80 ans. Dans les deux pays, des propagandes symétriques entre la Chine et les USA justifient l'augmentation des budgets militaires. Cependant, l'armée chinoise est en dessous de l'image que veulent lui donner les médias bourgeois occidentaux. Elle dispose certes de beaucoup d'hommes, presque 1 million, mais en ce qui concerne les armes de haute technologie, elle est bien en dessous des Américains, qui ont avec leur industrie un quasi-monopole. Dans tous les domaines, l'armée américaine surclasse celle de la Chine. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions nucléaires, pour 2 ou 3 pour la Chine, de qualité bien inférieure. De plus, la Chine est militairement bien plus isolée que les USA. En ce qui concerne les bases militaires, les États-Unis en disposent plus de 800 dans le monde, et rien que pour les bases officielles, dans 80 pays différents.
Un chiffre qui grandit d'année en année, la Chine n'en dispose que d'une seule officielle, à Djibouti, pays dans lequel la France en possède 4 et les États-Unis plusieurs, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la puissance militaire de la Chine en dessous de celle des États-Unis. Jusqu'à ce jour, la Chine n'a encore jamais projeté de force militaire à l'extérieur de ses frontières, si ce n'est en fait sur les côtes de Taïwan. De plus, elle joue beaucoup moins le rôle de gendarme du monde que les USA occupent aujourd'hui en fait de partout en tant qu'impérialiste dominant. De l'autre côté, les États-Unis mènent une politique particulièrement offensive contre la Chine. Ça fait des années que des navires américains patrouillent proches des côtes chinoises, alors que l'inverse est quasiment impensable aujourd'hui. De plus, la Chine est ceinturée par les États-Unis, qui possèdent des bases en Thaïlande, à Singapour, aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, en Australie et sur l'île de Guam. La flotte américaine est en permanence sur zone, à l'est de Taïwan, dans l'océan Indien ou dans la mer de Chine méridionale. Dans le même temps, 4 nouvelles bases américaines ont été créées aux Philippines juste en février 2023. Et en plus de ces bases, en fait, les USA ont renforcé leur coopération militaire avec le Japon, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, rien que ces dernières années, quoi. Ce déploiement militaire qui est mis en place depuis 2015, il sert à faire pression sur la Chine pour s'assurer qu'elle reste bien dans le cadre toléré par l'impérialisme américain. Enfin, les États-Unis ont déployé des forces importantes autour du détroit de Malacca, qui est un point central du commerce maritime chinois, parce que plus de 90% du commerce extérieur chinois transite par ce détroit. Et en fait, avec les déploiements militaires des États-Unis aujourd'hui, ils pourraient interrompre totalement le trafic commercial chinois. La Chine est donc militairement bien plus faible que les États-Unis et son armée est avant tout défensive et dissuasive. Toutefois, elle met en place des politiques d'engrainement nationaliste pour enrégimenter la population. Les principaux exutoires sont Taïwan et les pays occidentaux, riches d'un souvenir du siècle d'humiliation. Et en interne, elle met en place un racisme d'État contre les Ouïghours et les Tibétains. Une telle politique nationaliste, en fait, elle est parfaitement adéquate à la préparation d'un conflit. On va revenir sur l'actualité internationale brûlante, notamment avec les annonces de Trump qui s'extrait du conflit avec la Russie, en laissant les Européens et l'Ukraine à leur sort. En fait, derrière ces déclarations, Trump annonce à l'Europe que sa priorité se fixe sur la Chine comme adversaire principal des États-Unis. Dans un article datant d'il y a maintenant 2 mois, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que la Chine est l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux que les États-Unis aient eu à affronter dans leur histoire. Et un peu plus loin dans l'article, il dit en fait qu'à côté, l'État soviétique, c'est rien. Genre vraiment pour le risque qu'il voit dans la Chine. Il a aussi mis en garde contre les dépendances vis-à-vis de la Chine, déclarant que d'ici 10 ans, la Chine aura un contrôle sur toutes les marchandises de consommation américaines, des médicaments contre l'hypertension aux films que nous regardons. Il a conclu en mettant garde contre une potentielle invasion de Taïwan par la Chine, dont on reparlera par la suite. Alors pas étonnant que Trump cherche à se concentrer sur la Chine et réclame à ses amis au sein de l'OTAN d'être de meilleurs alliés et d'augmenter leur budget militaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, les déclarations de Macron souhaitant passer à 100 milliards d'euros de budget annuel, ou bien l'Allemagne qui déclare un investissement, si je ne dis pas de bêtises, de 1000 milliards d'ici 2030. Même Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, est d'ailleurs bien plus au jus de la politique des États-Unis. Il a déclaré la semaine dernière sur BFM TV, la seule obsession de Washington en ce moment, c'est la Chine. Les Américains ne peuvent pas mener 2 guerres en même temps, d'où le départ du conflit en Ukraine. Toutefois, si l'arrivée de Trump au pouvoir marque la sortie des États-Unis du conflit, c'est aussi parce que ce dernier défend une vision de la situation qui est différente de celle qui était tenue par Biden. Il ne souhaite pas se reposer uniquement sur ses alliés historiques, et en fait, en accordant à Poutine 1/6 du territoire ukrainien avant la guerre de Crimée et une fin de conflit anticipée, il espère faire sortir la Russie en fait, du giron chinois au vu d'un potentiel conflit. Dans le même temps, ce mardi 4 février, les États-Unis ont imposé une augmentation de taxes de 10% sur l'ensemble des produits importés de Chine. Une attaque qui trouve de l'écho car la Chine riposte et augmente les droits de douane de 15% sur le charbon, le gaz naturel liquéfié, donc principalement importé des États-Unis, et de 10% sur le pétrole et les machines agricoles, notamment importées pas mal d'Allemagne ou des capitaux allemands, quoi. Tout à l'heure, on a évoqué le cas de Taïwan comme épicentre du conflit entre la Chine et les États-Unis, avec des enjeux technologiques majeurs. On va donc se pencher rapidement sur la situation de Taïwan et sur les enjeux d'innovation liés au conflit, notamment la question des semi-conducteurs. Donc Taïwan, en fait, c'est officiellement un pays indépendant, enfin plutôt un pays indépendant de fait, mais dont la souveraineté est reconnue par seulement 14 États, et même les États-Unis ne reconnaissent pas la souveraineté de Taïwan aujourd'hui. Elle est membre en fait d'aucune institution internationale à part l'OMC. Pour vous faire très rapidement, vu le temps, l'histoire du conflit, Taïwan, donc né de la guerre civile en Chine en 1949, car Chiang Kai-shek et ses troupes fuient sur l'île après la défaite contre Mao.
À partir de ce moment-là, Taïwan et la Chine continentale revendiquent chacune la souveraineté sur l'autre, et Taïwan continue de s'appeler la République de Chine. Et d'ailleurs, jusqu'en 1971, c'est Taïwan qui est reconnue véritablement comme la véritable Chine à l'échelle internationale, et c'est elle qui occupe le siège de sécurité de l'ONU. Mais à partir de cette date-là, dû au rapprochement sino-américain, on a un changement, et c'est la Chine continentale qui occupe le siège et qui est reconnue comme la Chine légitime par l'ONU. En fait, c'est paradoxalement aussi à ce moment-là que les relations économiques entre les deux pays, la Chine et Taïwan, elles se réouvrent, comme on l'a vu tout à l'heure avec les investissements de la bourgeoisie taïwanaise en Chine. Aujourd'hui, les deux principaux partis de Taïwan, ils défendent un statu quo avec la Chine pour des raisons différentes, mais on ne reviendra pas dessus ici. Et du côté de la Chine continentale, la reconquête de Taïwan est toujours un objectif. Son île offre des débouchés maritimes intéressants, mais aussi en fait des technologies et une industrie de pointe dans le secteur des semi-conducteurs que la Chine elle convoite, notamment en fait parce qu'elle est parce que cette industrie est aujourd'hui essentielle en fait dans les enjeux économiques et militaires dans le monde, mais aussi parce que la Chine est complètement à la ramasse sur la question des semi-conducteurs, largement derrière Taïwan, la Corée du Sud ou alors les États-Unis. Aujourd'hui, c'est TSMC, une entreprise taïwanaise qui est leader mondial des semi-conducteurs, dont elle possède 60% du marché. Avec la montée des tensions internationales en 2020, sous l'impulsion des États-Unis, TSMC cesse ses livraisons de semi-conducteurs à certaines entreprises chinoises comme Huawei et s'engage à construire une usine dans l'Arizona et une usine en Allemagne. La même année, le Sénat américain vote un plan de soutien de 170 milliards de dollars consacré à la recherche et au développement des entreprises américaines qui produisent des semi-conducteurs aux USA pour essayer de limiter leur importation depuis l'Asie. C'est ça qu'on appelle en fait la fameuse rivalité de la guerre des puces. Mais ces annonces, elles ne mettent pas fin à l'interdépendance des économies et au fait que les USA, tout comme Taïwan, ont encore énormément de capitaux investis en Chine et d'échanges économiques précieux avec cette dernière, notamment dans les semi-conducteurs. Ainsi, la Chine est le premier importateur de semi-conducteurs mondial, ce qui n'est pas étonnant vu qu'elle est à la traîne sur sa production. Et sa part sur le marché américain, ça représente 36% des exportations américaines de puces électroniques. Pareil pour ce qui concerne Taïwan, la Chine est l'un des principaux débouchés de l'industrie des semi-conducteurs taïwanaises. On peut donc se poser la question si ces entreprises américaines et taïwanaises, en fait, elles sont prêtes à se passer de ce marché qui est tout sauf anecdotique pour eux. Aujourd'hui, la concurrence technologique est au cœur du conflit sino-américain. Pas étonnant donc que Trump stimule le secteur de l'intelligence artificielle dont tous les principaux représentants siégeaient lors de son investiture. En Chine, depuis 2017, il y a un plan de développement de l'intelligence artificielle qui a été lancé avec des objectifs fixés à 2030. Un secteur clé aussi bien sur le plan 1 de l'industrie, de la technologie et du militaire, ce qui permettrait notamment en fait, la création de tanks autonomes et de sous-marins autonomes. Même si aujourd'hui les GAFAM, donc les entreprises américaines, dominent les BHATX, qui est en gros l'équivalent des GAFAM en Chine, c'est en grande partie grâce à la technologie des semi-conducteurs grâce à Taïwan, les BHATX ont une part de plus en plus importante sur le marché. Donc peut-on s'attendre à un envahissement de la Chine par Taïwan ? C'est souvent un truc qu'on entend. Ces derniers temps, on note une multiplication des déclarations et des déploiements militaires chinois dans les eaux taïwanaises. Mais il reste peu probable à l'heure actuelle que la Chine se lance dans une telle opération. En fait, la conquête de Taïwan ne serait pas du tout une masse à faire. Des spécialistes estiment qu'un débarquement à Taïwan nécessiterait 4 fois plus d'hommes que celui de 1944 en Normandie, ainsi que du matériel militaire de pointe dont la Chine ne dispose pas vraiment aujourd'hui. Les échanges commerciaux et les investissements étrangers toujours dynamiques et importants entre les deux pays, mais aussi entre les États-Unis et la Chine, permettent aussi de relativiser une invasion de Taïwan par la Chine dans les années à venir. En fait, néanmoins, les dernières annonces de Trump, qu'on a évoquées tout à l'heure, elles rappellent qu'un conflit militaire n'est jamais très loin sous le capitalisme. Avec les annonces de Macron, on voit bien que les menaces de conflit ne se cantonnent pas aux deux belligérants principaux, et que si un affrontement militaire se déclenche, c'est l'entièreté du monde impérialiste qui va être impliquée. C'est donc une bonne part des capitalistes qui vont chercher à défendre leurs intérêts nationaux, mais c'est surtout la classe ouvrière à travers le monde qui va devoir trimer encore plus, si ce n'est directement les faire buter pour les intérêts qui ne sont pas les siens. Dans la dernière partie, on va donc se pencher sur la fameuse classe ouvrière chinoise, sa composition, ses luttes et les perspectives pour les travailleurs et les travailleurs en Chine, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a environ 750 millions de salariés en Chine, un chiffre qui est légèrement en baisse depuis la crise du Covid et les fermetures d'usines et les licenciements que ça a engendré. Cette classe ouvrière chinoise, elle est divisée en deux fractions principales, ce qu'on appelle la vieille classe ouvrière, qui sont les héritiers de l'industrie maoïste, dont les familles résident dans des villes industrielles côtières depuis plusieurs générations. C'est un peu la classe ouvrière classique auquel on connaît dans des pays comme la France. Et de l'autre côté, la nouvelle classe ouvrière qui est issue de l'exode rural qu'on appelle souvent les Minggong en chinois. Et c'est surtout cette dernière sur laquelle on va se focaliser. Pour comprendre pourquoi il y a une distinction aussi marquée entre ces deux franges de la classe ouvrière, il faut revenir sur ce qu'est le Wuku. Je prononce sans doute très très mal. En gros, le Wuku, c'est un permis de résidence qui a été créé en 1958
et qui lie les Chinois à leur lieu de naissance, un tampon urbain ou rural qui se transmet par la descendance du père. À travers ce woku, l'État chinois crée des travailleurs de seconde zone, des ouvriers d'origine rurale qui n'ont pas de woku urbain, parce que sans woku conforme, pas de protection sociale, impossibilité de se soigner, impossibilité pour les enfants d'aller dans des écoles classiques, pas les mêmes droits en matière de rémunération, pas les mêmes conditions de travail et des difficultés d'accès à l'emploi. En fait, c'est toute une frange de la classe ouvrière chinoise qui se retrouve dans cette situation, que sont du coup les Migong. Cette frange la plus précaire de la classe ouvrière, elle va apparaître dans les années 1980 et 2000, à la fois à cause de la décollectivisation des terres qui paupérise une partie de la paysannerie, de la privatisation des entreprises publiques, mais aussi de l'ouverture du marché céréalier et des productions agricoles à des entreprises étrangères, ce qui fait baisser drastiquement les prix. En fait, donc les Migong, c'est des travailleurs migrants issus des zones rurales et agricoles à l'intérieur des terres qui ne pouvaient plus vivre de leur travail, sont contraints de migrer vers les villes industrielles pour y trouver un travail, que ce soit dans les entreprises chinoises ou étrangères, et qui sont regroupés par dizaines de milliers dans des usines-prisons. Ils étaient 132 millions en 2006, ils étaient aux alentours de 387 millions en 2019, et ils sont encore plus aujourd'hui. C'est à la fois la part la plus importante, plus de 50% du prolétariat chinois, et la plus précaire du prolétariat chinois, en fait, parce que c'est les plus précaires, et c'est cette force-là de travail que l'État chinois a offert à la bourgeoisie chinoise et occidentale depuis 4 décennies. Pour eux, les conditions de vie sont terribles, c'est des sans-papiers de l'intérieur, ils sont tolérés en ville qu'aussi longtemps qu'ils travaillent, et s'ils sont au chômage trop longtemps, ils doivent retourner dans leur village d'origine. Ils sont donc contraints d'accepter des tafs très peu payés, très mal payés et dans des conditions ultra précaires. C'est des proies idéales pour la rapacité des employeurs, et d'ailleurs plus de 60% d'entre eux travaillent sans contrat de travail aujourd'hui. Ils bossent majoritairement dans l'industrie et la construction. En 2018, ils représentaient 70% des travailleurs de l'industrie manufacturière et 50% des employés des secteurs tertiaires. Leur temps de travail est quasi illimité. Par exemple, dans les usines du delta de la rivière des Perles, ils taffent entre 12 et 14 heures par jour, 7 jours sur 7, un seul jour de congé par mois, pour un salaire d'environ 150 € par mois. Pour la plupart, ils ne peuvent pas se payer de logement, ils vivent dans des dortoirs des usines, dans des conditions très précaires. Et avec la crise de 2008 puis celle du Covid, il y a beaucoup de petites et moyennes usines qui ont fermé et qui n'ont toujours pas réouvert, ce qui fait que beaucoup de ces migrants ont dû retourner dans les campagnes parce qu'ils n'avaient pas de travail, ou alors devenir de plus en plus précaires, notamment en devenant livreurs à domicile. Aujourd'hui, c'est assez absurde en fait, parce qu'il y a une deuxième génération de Migong, les enfants de la première génération, dont certains sont même nés en ville et ont vécu toute leur vie en ville, qui sont obligés de retourner à la campagne parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas le bon woku, ils sont considérés comme des travailleurs de seconde zone. Que ce soit pour la vieille classe ouvrière des villes ou les travailleurs migrants, aujourd'hui, les formes du travail sont multiples, en adéquation avec la diversité des secteurs de production en Chine. D'un côté, on a des usines énormes à la Foxconn, avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de travailleurs, mais aussi de plus petites usines à la chaîne, notamment dans les sous-traitances, avec une faible mécanisation comme dans l'industrie du textile, auxquels on voit s'ajouter de nouveaux secteurs tels que les services, la santé ou bien les livreurs à domicile. Aujourd'hui, le prolétariat chinois est une des principales classes ouvrières dans le monde, avec plus de 700 millions d'ouvriers et d'ouvrières. Il y a des gens qui nous disent souvent qu'aujourd'hui, en fait, la classe ouvrière n'existe plus, que ça c'était vrai à l'époque de Marx, mais maintenant c'est plus vrai, et qu'aujourd'hui il y aurait une classe moyenne qui serait venue la remplacer. Voilà. Bon, quand on voit le poids de la classe ouvrière dans des pays comme la Chine, en réalité notre classe n'a jamais été aussi existante, il n'y a jamais autant d'ouvriers dans le monde qu'aujourd'hui, et en fait jamais avec une telle concentration, parce que quand on voit des usines comme Foxconn où tu as des fois entre 200 et 300 000 travailleurs et travailleuses dans une seule usine, il n'y a jamais eu une telle concentration, quoi. Et tout ce que nous on raconte sur la centralité de la classe ouvrière et sur son rôle en tant que seule force en capacité de renverser ce foutu capitalisme, c'est clairement d'actualité et ça n'a d'ailleurs peut-être jamais été autant d'actualité. Bon, maintenant on va, dans une partie assez courte de moins de 7 minutes, on va voir un peu quelle est cette force de la classe ouvrière chinoise. Et on va pouvoir conclure ce topo en se fixant sur ses luttes, son organisation et les perspectives qu'elle a devant elle, quoi. Les mobilisations, elles se multiplient depuis des années en Chine. C'est encore majoritairement des luttes économiques, mais elles tentent pour certaines à prendre une vraie dimension politique, que ce soit dans les revendications, l'organisation ou la stratégie. En Chine, il y a une première vague de mobilisation autour des années 2000, notamment en réponse aux réformes du service public et aux privatisations qui provoquent les 30 à 40 millions de licenciements. Mais c'est avant tout des mobilisations défensives, avec souvent une étincelle qui fait exploser la colère, comme des retards de paiement, des problèmes dans les dortoirs ou de la mauvaise bouffe dans la cantine de l'usine. On assiste aussi à l'émergence de luttes au caractère plus politique, notamment des conflits pour pouvoir avoir des formes de syndicats libres. Parce qu'en Chine, c'est pas mal, il y a un seul syndicat aujourd'hui.
qui ne permet absolument pas l'organisation des travailleurs. En gros, en Chine, il y a un syndicat, c'est le seul qui est autorisé par l'État, c'est la Fédération nationale des syndicats chinois. À la fois, c'est le plus gros syndicat au monde, 280 millions de membres, mais c'est aussi le syndicat du PCC, qui est entièrement lié à l'État chinois. C'est une immense bureaucratie qui représente le Parti communiste à tous les niveaux du monde du travail. L'organisation, elle compte 470 000 cadres permanents à temps plein, tous membres du parti et qui jouissent d'avantages liés à leur statut. Dans beaucoup d'entreprises, l'adhésion au syndicat est même automatique. Et en fait, le syndicat, jusque très tard, il a refusé d'organiser des travailleurs comme le Minigong parce qu'en fait, il ne considérait pas que c'était la vraie classe ouvrière chinoise. En fait, la plupart des luttes aujourd'hui, elles se font en dehors de ce syndicat qui n'est pas du tout un outil pour la classe ouvrière. Depuis 2010, on assiste à une augmentation du nombre de grèves d'année en année, pour la plupart causées par les conséquences de la crise de 2008, notamment des luttes pour les salaires. Par exemple, en 2010, il y a une grève qui se lance dans les usines de Honda. Et cette grève va vite s'étendre aux autres producteurs automobiles de la région. Il y a alors plus de 60 000 ouvriers de la métallurgie automobile en grève qui manifestent en ville. Le nombre de luttes chez les Minigong va aussi augmenter, en partie grâce à la sédentarisation d'une partie d'entre eux. Avec le temps, l'auto-organisation des ouvriers semble se développer de plus en plus, tout comme les tentatives de coordination des luttes, notamment les mobilisations des dortoirs industriels qui regroupent parfois en fait, des travailleurs et des travailleuses de différentes usines, mais qui dorment dans des dortoirs-villes de plusieurs centaines de milliers d'ouvriers, et donc qui se mobilisent depuis les dortoirs et qui fait que les mobilisations s'étendent à toutes les usines aux alentours. Il y a aussi une utilisation des nouvelles technologies pour se coordonner. Par exemple, en juin 2018, les camionneurs ont été appelés à la grève par le biais des réseaux sociaux et contre l'augmentation du prix du diesel. Ça a fait qu'il y a eu plein de petits impacts dans le pays où tu avais soit des grèves, soit des camionneurs qui avaient peint sur leur camion, genre en grève contre la hausse du diesel, et partout dans le pays, quoi. En 2022, il y a eu 2 mobilisations historiques en Chine. La première que tout le monde connaît, c'est le mouvement des feuilles blanches. Enfin, tout le monde, qui est un peu plus connu. En novembre 2022, c'est des dizaines de milliers de manifestants avec des feuilles blanches ou avec des messages codés qui dénoncent la politique zéro Covid et ses mesures autoritaires très fortes en Chine. Il y a des manifestations à plusieurs endroits en Chine de manière simultanée. Il y a un mouvement d'environ 200 universités. La deuxième lutte, qui est très stylée dans la même année, c'est celle dans les usines Foxconn. Foxconn, donc c'est une entreprise taïwanaise qui produit beaucoup de choses en termes d'électronique. C'est le troisième plus gros employeur privé au monde et il embauche plus d'1,5 million de travailleurs rien qu'en Chine. Il y a eu des grosses mobilisations un peu avant Noël contre les mesures zéro Covid, mais aussi contre les annonces de retard de paiement et les primes pas payées. Les mobilisations ont pris une ampleur telle que les manifestants ont réussi à enfoncer les barrières de sécurité, et ce malgré les flics et la sécurité privée de l'entreprise qui était en nombre faramineux. Et ils sont allés même jusqu'à se munir de barres de fer, et il y a eu des affrontements énormes entre les flics et les grévistes. Enfin, il y a quelques images parce qu'elles sont dures à trouver, mais c'est impressionnant, quoi. Il y a des commentaires de gens qui disent qu'il y avait des mares de sang par terre suite aux affrontements. La direction de l'usine était tellement sous pression qu'elle a été contrainte de s'excuser et de justifier l'absence de primes et de paiement pour des raisons de problèmes techniques. Elle a fini par verser des dédommagements de 10 000 yuan aux travailleurs et de 15 000 à ceux qui avaient été blessés pendant les affrontements. Ce qui correspond à 1 500 $, c'est presque 10 fois le salaire mensuel. Toutes ces mobilisations ont tout de même de grosses limites. En premier lieu, la répression. Toute forme de politisation du mouvement, comme des syndicalistes trop récalcitrants, des tentatives de coordination ou la création d'ONG ou de syndicats alternatifs, entraîne une répression immense. Il y a aussi une division du prolétariat qui reste très palpable, à la fois entre les villes et les campagnes, l'ancienne et la nouvelle classe ouvrière, mais aussi les travailleurs sédentaires et les travailleurs migrants. Il y a aussi un turnover important de la main-d'œuvre. Par exemple, dans certaines usines, les femmes au-dessus de 21 ans ne sont plus embauchées. Donc tu bosses jusqu'à 21 ans, puis tu te fais tège. Et du coup, tu restes très peu de temps. Mais en fait, en général, tous les travailleurs Minigong, ils restent très peu de temps. Il y a des turnovers, c'est rare. Enfin, il y a une grande part des travailleurs qui restent moins d'un mois dans chacune des usines où ils bossent en réalité. Enfin, la plus grosse limite, c'est le manque d'organisation de la classe ouvrière. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas de parti qui cherche et permet d'organiser la classe ouvrière avec comme objectif de renverser le capitalisme. Il y a quelques ONG, telles que China Labor Bulletin, qui cherchent à défendre les droits des travailleurs chinois, mais la répression à laquelle ils font face, c'est tellement énorme que ça limite leur développement. Aujourd'hui, la crise économique qui frappe la Chine, elle peut avoir des conséquences sur les tensions sociales. Le Labour recense plus de 700 actions collectives en Chine pour le premier semestre de 2024. Cette crise, elle vient remettre en cause des idéaux de réussite qui touchent une partie du prolétariat chinois au sein de la classe ouvrière. Les plus jeunes et les plus connectés cherchent davantage à s'organiser via des voies alternatives. On assiste donc à une multiplication des contestations infrapolitiques en ligne. Dans une partie de la jeunesse, on voit même des formes de revival du marxisme.
Il y a des cercles d'études qui existent. Il y a même des étudiants qui ont cherché en 2022 à se mettre en lien avec des ouvriers en grève. Mais bon, ils ont tous fini en tôle. Pas de chance. En fait, aujourd'hui, en Chine, il y a un bon cocktail explosif. On a une classe ouvrière de plusieurs centaines de millions de membres, avec une certaine expérience de la lutte des classes et une jeunesse notamment estudiantine, pas dupe de la propagande du régime, et qui commence à se politiser. C'est aussi pour ça que les incursions chinoises en eau taïwanaise et les discours nationalistes contre Taïwan, les puissances occidentales, mais aussi contre les Ouïghours et les Tibétains, sont des moyens en fait pour Xi Jinping de résorber les tensions sociales qui pèsent de plus en plus en Chine. Ce qui manque à la classe ouvrière chinoise, c'est une organisation communiste révolutionnaire qui serait nécessaire pour mener à bien une révolution qui n'ébranlerait pas uniquement la Chine, mais en fait bien le monde entier. Mais aujourd'hui, on est quand même loin de cette situation. Par contre, avec les rivalités inter-impérialistes entre la Chine et les USA et les tensions qui augmentent de jour en jour, c'est très important de tisser des liens avec la classe ouvrière chinoise. Et ça commence avant tout en dénonçant et en s'opposant aux campagnes dégueulasses menées par notre propre impérialisme. Notamment pour justifier les licenciements, le gouvernement et le patronat dénoncent la concurrence déloyale de la Chine et ravivent des discours racistes contre les travailleurs chinois en criant au péril chinois ou même des fois au péril jaune. Ces discours sont d'ailleurs repris par certains de nos faux amis, comme les directions syndicales ou le PCF. Nous, on en a vu des bons exemples à Arkema et à Vancorex. Mais nous, en fait, ne nous trompons pas. Nous n'avons aucun intérêt commun avec la bourgeoisie française. Seule la classe ouvrière et ceux partout dans le monde est en capacité de stopper les rivalités impérialistes et les risques de guerre. Et pour ça, nous pouvons compter que sur nos luttes et celles de nos frères et sœurs de classe de partout dans le monde, et notamment en Chine. Merci.